Donc, merci pour l'invitation. Bonjour à tous, je suis contente d'être là et de votre présence. Donc oui, pour faire suite donc à ce que disait Emeline, moi j'ai fait du coup ma thèse à l'école des hautes études en sciences sociales de 2010 à 2016. J'ai soutenu en novembre. Là, je suis sur un contrat postdoctoral, c'est un contrat de recherche qui n'est pas un poste de chercheur à proprement parler, mais qui est un premier poste de recherche qui fait suite au doctorat. Et je travaille dans le cadre de ce contrat, je travaille à mi-chemin entre l'ENSI et Télécom Paris Tech sur un projet qui met en jeu les relations entre design, sciences et société, et plus particulièrement dans des dispositifs pédagogiques de collaboration entre designers et scientifiques. En l'occurrence, là, dans ce projet-là, les scientifiques sont des physiciens. Voilà. Donc, à partir de ça, je vais aller à rebours sur ce que j'ai fait avant, pour vous expliquer un peu comment j'ai organisé un peu cette intervention. En fait, ce contrat est dans la continuité directe de mon travail de recherche doctorale, qui était une recherche en anthropologie, sémiotique, dite sémiotique, donc l'étude des signes, historique et aussi esthétique, où il s'agissait de réfléchir à comment la construction de la connaissance scientifique se nourrit de l'expression graphique et de la production d'images en laboratoire, que cette production elle est déterminée par des instruments de mesure, des instruments d'inscription, eux-mêmes conditionnés par des styles de pensée et des modes de conception particuliers, dans une espèce de dynamique comme ça, expressive, qui pourrait permettre de repositionner le design graphique, mais pas uniquement, le design dans son sens flottant et élargi, ce dont je vais vous parler juste après, dans une histoire des sciences. Voilà. De dire ce qui peut sembler être un peu une tarte à la crème, de dire que les révolutions scientifiques sont toujours des révolutions graphiques et instrumentales, mais de le resituer vraiment dans des problématiques de recherche contemporaine, notamment quand ça met en jeu la recherche en école d'art et en école de design. Voilà. Donc, du coup, le plan de la présentation. Donc je vais vous parler vite fait de mon parcours qui du coup a nourri ce qui est devenu mon travail de recherche, et puis je vais vous parler de ce travail de recherche. Vous présenter un petit peu les axes de recherche théorique que j'ai développés dans la première partie de ma thèse, puis surtout les terrains ethnographiques que j'ai menés sur 6 ans. Qui sont jalonnés de différents entrées thématiques. Puis un agenda de remarques, parce qu'une thèse, c'est pas une fin en soi non plus. C'est pas nécessairement un aboutissement et c'est pas une fin en soi. Ça met en jeu toujours des questions de prolongement. Notamment un projet sur lequel je travaille, qui a été initié en 2015 et sur lequel je travaille, qui normalement devrait avoir lieu à l'automne 2017, qui devrait normalement être annoncé dans l'agenda de graphisme en France, qui sortira sous peu, et qui s'appelle Design et recherche en sciences sociales, et qui est un projet de rétrospective soutenu par le HESS du travail de Jacques Bertin, qui est un cartographe, qui a beaucoup travaillé, qui est connu pour avoir travaillé sur la sémiologie graphique. Voilà. Donc, avant d'arriver sur la suite, mon parcours. J'ai fait cette thèse de doctorat à l'EHESS dans une discipline qui n'est pas le design, sans pratiquer le design en parallèle. C'était vraiment une recherche anthropologique et théorique. Donc qui mettait en jeu à la fois une circulation et des questionnements historiques pour pouvoir resituer un petit peu cette problématique de l'expression graphique et de la production d'images dans les sciences, et aussi tout ce volet du coup ethnographique, d'observation, de participation, de collaboration sur un design en recherche quelque part qui s'invente, qui se construit dans le champ francophone, en tout cas avec une spécificité, des spécificités particulières. Et ça fait suite à un diplôme de DNSEP en design graphique que j'avais fait à Valence, aux Beaux-Arts de Valence. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à la sortie du bac, qui était un bac scientifique, je voulais faire de la restauration de tableaux. J'ai fait 2 ans d'histoire de l'art. Au bout de 2 ans, je me suis dit que c'était une usine à gaz, que j'arriverais jamais à aller jusqu'au bout, et puis j'avais envie d'un peu plus être dans la pratique. Donc je suis partie, j'étais à Clermont-Ferrand.
parce que je suis originaire de là-bas. Je suis partie à Lyon pour faire une mise à niveau art appliqué et une première année de BTS. Le BTS ne me convenait pas dans le format de livrable, d'exécution qu'il demandait. Donc je suis retournée à la fac en anthropologie. J'ai fait une année de licence. Et puis la pratique, cette fois-ci, me manquait. Donc j'ai retenté les beaux-arts, mais à Valence, puisque à Lyon, il y avait une orientation artistique qui me séduisait moins à ce moment-là. Et à Valence, je connaissais d'ailleurs des gens qui y étaient. Et puis l'orientation aussi un petit peu théorique, les axes pédagogiques qui étaient traités par l'équipe me plaisaient bien. C'était pas trop loin de Lyon, c'était bien. Donc voilà, j'ai repris à la première année, parce que j'avais envie de faire la propédeutique, ça me semblait important. J'étais pas trop sûre d'où je voulais aller. Bon, je suis quand même allée en design graphique. Et j'ai fait le parcours de 5 ans. À partir de la 3e année, je suis retournée à la fac, cette fois-ci en sciences du langage, parce que pour moi, l'étude du graphisme était inséparable de l'étude du langage, mais il me manquait des ressources théoriques pour pouvoir traiter ce que je voulais faire. Donc je me suis réinscrite à la fac, à Lyon, et je faisais les allers-retours entre Lyon et Valence. Et en 4e année, j'ai eu la possibilité de rencontrer une chercheuse en mathématiques et linguistique computationnelle qui s'appelle Sabine Plou, qui est directrice d'une équipe qui s'appelle... elle travaille sur les atlas sémantiques au sein d'une équipe qui s'appelle Langage, Cerveau et Cognition à l'Institut des sciences cognitives. Et je vous présenterai cette collaboration après parce que je suis rentrée du coup en collaboration avec cette équipe-là. Et c'est ça qui a fait et mon projet de DENSEP et la genèse de ce travail de thèse. Je vous fais un peu le line-up, comme ça vous voyez mieux où ça va. Et du coup, en fait, la particularité de ce travail sur les atlas sémantiques, c'est qu'ils font des cartes de représentation lexicale, générées à partir d'un applet Java. Enfin bon, je vous raconterai le détail après. Et en fait, ces cartes, ils ne les questionnent absolument pas d'un point de vue graphique. Ce sont des outils qui leur servent d'un point de vue linguistique parce qu'elles s'organisent avec des clusters de sens. En fait, ça rassemble, ça va aller chercher dans une centaine de dictionnaires, de synonymes en ligne, un certain nombre de mots attenant à une requête qu'on va faire au départ, les organiser par densité de proximité sémantique et organiser une carte avec des enveloppes qui s'organisent tout autour pour montrer un petit peu comment ça se passe. Et graphiquement, c'est pas que ça les intéressait pas, c'est juste que c'était pas un outil de recherche, en tout cas la forme graphique que ça avait. Et moi, c'est vrai que spontanément, bon, j'avais un peu la casquette linguiste, mais j'avais surtout la casquette designer graphique. La forme de ces cartes me semblait évidente à interroger. Et donc, c'est à partir de ça que du coup, on a réfléchi à un prototype, à des animations, à un certain nombre de choses, et que c'est devenu pratiquement une piste même de travail, en fait, de réfléchir graphiquement. Et à partir de là, les dialogues méthodologiques entre designers et scientifiques, c'est devenu une problématique à laquelle j'ai tenu et qui a débouché sur l'inscription en thèse, du coup, non pas uniquement sur cette collaboration-là, mais essayer de voir dans un sens beaucoup plus élargi comment toute problématique visuelle et graphique peut se réinsérer dans une problématique de recherche en laboratoire et par extension des dialogues et des collaborations designers, scientifiques en contexte de recherche scientifique. Voilà. Bon. Voilà. Donc du coup, le point de départ de la thèse, c'était un petit peu tout ça, à savoir comment refaire une anthropologie historique et sémiotique oui, c'est très ingrat hein, comme format le PowerPoint transformé en PDF. Bon, on voit mes années de design graphique hein, derrière. Bref. Et du coup, donc voilà, donc les points de départ, c'était que bon, là je vous les ai mis et puis je vais faire un exposé relativement didactique là-dessus parce que si je le fais à l'oral sans que vous ayez un support, ça peut vite être une usine à gaz, on va dire. Donc le fait est que le design est un terme complexe et flottant, même si on voit de multiples définitions, même si on le situe à l'époque de la révolution industrielle, à la fin du 19e siècle, dans la continuité des arts and crafts. Moi, ce n'était pas ça qui m'intéressait d'étudier. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas cette notion de design-là. Ce qui m'intéressait, c'était au contraire
vu que l'objectif était de le repositionner dans une histoire, et une histoire des sciences, une histoire intellectuelle, scientifique, de voir quelle généalogie on pouvait faire de ce terme. Et cette généalogie, elle existe dans le disegno de la Renaissance. Il y a une erreur de frappe, c'est pas désigno, c'est disegno. Et qui est un terme qui est associé à la théorie architecturale de la perspective. Et à partir de ce terme-là, qui est un enchevêtrement de pratiques, de savoirs et de construction, comment il a évolué dans des traditions intellectuelles différentes et dans des modalités sémantiques, linguistiques, qui font qu'on peut, jusqu'au XXe siècle, en voir une utilisation différente dans du coup des traditions intellectuelles, c'est-à-dire philosophiques, techniques, conceptuelles, appliquées, très différentes. Donc, ce que j'ai fait dans la thèse, c'est, dans un premier temps, du coup, de reprendre ce terme-là, qui se déploie dans le Denkstil allemand, c'est-à-dire le style de pensée, dans le dessin et dessin français, la distinction qu'on fait toujours habituellement pour parler du design, et dans le design anglo-saxon, avec dans ce déploiement de cette généalogie des traditions philosophiques et intellectuelles relativement différenciées ou différenciables, à savoir peut-être l'herméneutique en Allemagne, la sémiologie, l'histoire de l'art en France, et du côté anglo-saxon, plusieurs choses. D'un côté, les sciences de l'artificiel et le côté conception, ingénierie qu'on peut avoir, mais aussi les visual studies, moi c'est ce qui m'a plutôt intéressé dans mon exposé, et à l'intérieur de tout ça, le fait que le terme design correspond à énormément de choses en langue anglaise, ce qui n'est pas le cas en français, alors même qu'on utilise cette acception anglo-saxonne. Donc, du coup, bon, ça c'était un petit peu le chapeau, on va dire, de la problématique. Et puis ensuite, donc, d'autre part, le rôle des pratiques de visualisation en sciences, puisque ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que moi, dans mon travail de recherche, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la science, pas tout ce qu'on peut faire en design. C'était vraiment comment, dans les sciences, il y a quelque chose de l'ordre du design qui existe et qu'on peut faire émerger. Et bon, à première vue, en tout cas spontanément, on peut se dire que, ben oui, c'est les images, quoi. Les images, les pratiques de visualisation, la science contemporaine étant caractérisée par sa présence très visuelle dans la société, l'impact que cette visualité a entraîne un certain nombre de déplacements idéologiques, mais aussi créatifs, et ces déplacements ont un rôle conceptuel dans les pratiques expérimentales, en fait, et dans la conception même qu'on se fait de qu'est-ce que c'est qu'une connaissance scientifique d'un point de vue symbolique. Voilà. Donc, à l'intérieur donc, de ce rôle dévolu aux pratiques de la visualisation, il y a donc les dimensions esthétiques des pratiques de science, puisque si on considère que la science se nourrit du visuel et participe d'une production visuelle qui est singulière, même si elle est toujours en étroite existence et construction avec les phénomènes de société, dont elle est elle-même le fruit, repenser le statut du design dans les pratiques scientifiques nécessite de se dire que cette visualité, elle a toujours un socle qui met en jeu les affinités esthétiques, les conduites esthétiques des chercheurs qui les produisent. C'est-à-dire que là où on pourrait penser que toute science est fondée sur un savoir objectif, en fait, on se rend très bien compte que, comme l'ont développé deux historiens des sciences éminents, Peter Gallison et Lauren Daston, que l'objectivité, ça a une histoire, que les pratiques visuelles qu'on a au XXIe siècle ne sont pas les pratiques visuelles du XIXe, ni du XVIIIe, ni du XVIIe, qu'à chaque fois, les déplacements épistémologiques, c'est-à-dire de construction de connaissances que ces pratiques visuelles engagent, révèlent des moments historiques particuliers, sont toujours situés dans des outils de production, dans des croyances aussi, dans des politiques particulières, et que là où du coup on pourrait penser que l'objectivité c'est un petit peu la caractéristique fondamentale de la connaissance scientifique, elle est toujours indissociable de médiation sémiotique et de conduite esthétique
de la part des chercheurs. Où là, le terme esthétique ne renverrait pas nécessairement à toute la théorie de la science du beau, de l'histoire de l'art, etc. Mais ce serait plutôt une manière de considérer tout rapport à la construction du monde par le graphisme, par le visuel et par ce que ça engage de stabilisation dans les phénomènes de pensée. Voilà. Ça va pour l'instant, je parle très vite, mais bon. Vous allez voir, il y a plein d'images après. Bon, après voilà, ce qui a aussi engagé ce travail-là, c'était l'actualité et l'urgence de la problématique, où du coup, d'une part, les sciences académiques investissent de plus en plus et dans le visuel et dans les collaborations avec les écoles d'art et appellent le design de leurs vœux sous de multiples acceptions, avec des hybridations art-science, avec des hybridations avec la communication, beaucoup d'enjeux qui sont politiques, des politiques de la recherche, mais pas uniquement. On se rend compte que pour sa diffusion, la recherche peut difficilement se passer de l'image. On peut parler par exemple de la physique quantique, intangible. On peut parler de la recherche astronomique. On voit tous ces magnifiques images de supernovas. On sait très bien que c'est absolument pas visible à l'œil nu, c'est absolument pas photographique. C'est uniquement des choses qui sont recomposées par des personnes qui sont derrière des logiciels de traitement d'image, de traitement de signal, et qui opèrent des choix graphiques particuliers. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier, alors que c'est une occurrence typique de design et d'existence du travail de l'image dans la recherche scientifique. Voilà. Et puis, bon, sans parler de la recherche en école d'art, qui est en quête de scientificité elle-même, et ça questionne la relation entre recherche et science. Voilà, faire de la recherche, ce n'est pas nécessairement faire de la science non plus, et comment on essaye de mettre en jeu certaines problématiques sous ce gage-là. Voilà. Donc, ce qui a été développé du coup par rapport à ces points de départ, en fait, c'est de questionner la dualité entre science des images et image de la science. Donc, bon, là, je rappelle un certain nombre de choses que j'ai dit à l'oral, un peu au fil de l'eau sur la slide précédente. Donc, je ne vais pas revenir trop dessus. Là, le document, vu qu'il sera à votre disposition, c'est histoire d'avoir des points d'ancrage sur ce que j'ai dit juste avant. Mais en gros, c'est pour dire que le design... qu'avec mon directeur de recherche, ce qu'on avait envie de mettre en place, lui ne venant pas du tout du design. Victor Rosenthal, mon directeur de recherche, est quelqu'un qui vient de la psychologie expérimentale, de la sémiotique, qui a un travail philosophique très conséquent. C'est un spécialiste de la Gestalt théorie. Et donc du coup c'est aussi avec ce background-là et cette filiation avec ces recherches qu'il s'agissait de repositionner le design plutôt comme une dynamique expressive qui mettrait en jeu du coup cette relation esthétique par l'expression graphique et l'existence visuelle des recherches qui serait inhérente à tout processus de recherche. Pas nécessairement scientifique, mais en l'occurrence, vu que là il s'agit de la construction scientifique, on reste un peu là-dessus quand même. Donc, plusieurs axes de travail pour essayer de traiter de cette espèce de problématique qui est un peu énorme, quoi, malgré tout. Donc évidemment, on ne peut jamais être exhaustif en général, et face à une problématique comme ça, où il s'agit de resituer historiquement et de manière contextuelle certaines pratiques d'expression visuelle et graphique, il faut faire des choix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans des exemples emblématiques de l'histoire des sciences, tout bonnement, et de me rendre compte que ces moments emblématiques étaient des moments d'expression graphique singulière. Voilà. Donc, 4 axes de travail principaux. Le premier, c'est ce que j'ai appelé donc, la plasticité de l'expérience et l'expression graphique. On a tous en tête le mot plastique dans nos cursus en école d'art, puisqu'on fait des arts plastiques, a priori. Sauf que du coup, comment on qualifie cette plasticité en dehors d'une circulation qui est pédagogique et qui est propre aux écoles d'art et à nos pratiques d'exploration par le matériau, à nos pratiques d'exploration par les médiums divers et variés. Moi, ce que j'avais envie d'essayer de penser, c'est justement comment cette plasticité
que nous, on connaît par cœur, elle existe dans les laboratoires de recherche scientifique, parce que les instruments de mesure, parce que les pratiques de mise en forme, les pratiques d'inscription, le dessin d'observation sont des choses qui sont fondamentales, de la biologie à la physique, en passant par l'ethnographie, où du coup le dessin d'observation de terrain est un outil qui a été à de multiples reprises théorisé. Nous, le dessin d'observation, le carnet de croquis, c'est le b.a.-ba, mais le fait de l'interroger comme un outil propre d'expression qui sédimente des moments d'interrogation et des problématiques de recherche, et qui aussi indexe ce qu'on regarde. À partir du moment où c'est inscrit sur le papier, il y a quelque chose qui est indexé. La manière dont on l'a représenté n'est pas la même chose que celle de notre voisin, alors qu'on essaye de représenter exactement la même chose. Se dire que dans la construction de la connaissance scientifique, ça procède de la même manière, c'est ça qui repositionne des moments de style de pensée et des relations esthétiques singulières où toute production est toujours située. Et par ailleurs, alors qu'on dit d'habitude que la connaissance scientifique se construit de manière collective, elle a aussi un socle individuel avec une relation tacite et sensible à la connaissance de la part des chercheurs. Donc, du coup, ça consiste en quoi, très concrètement? Bon, s'appuyer sur une anthropologie de l'image, essayer en tout cas de faire une anthropologie de l'image par l'intermédiaire de dessins, de croquis, de diagrammes, de schémas que j'ai empruntés à l'histoire des sciences ou à la théorie scientifique, donc de Léonard de Vinci, dans ses écorchés, ses dissections et la manière dont il réfléchissait la structure, c'est-à-dire que il est connu pour être un des premiers à avoir fait de la dissection et du dessin d'observation anatomique à partir de dissection. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que c'est par le dessin qu'il comprend la structure. Que dessiner, c'est déjà comprendre. Parce que observer pour tracer des traits, pour savoir comment les traits s'organisent les uns par rapport aux autres, c'est déjà révélateur d'une structure qu'on a compris parce qu'on la regarde, en fait. Et on la regarde pour la retranscrire graphiquement. Et quand on la retranscrit graphiquement, on fixe quelque chose de la connaissance qu'on a de cet objet. C'est valable en dessin d'observation, entre guillemets, c'est valable dans toute pratique de dessin, sauf qu'on sait très bien que dans certaines formes graphiques, stylistiques, d'illustration, il ne s'agit pas de produire une connaissance empirique d'un objet, il s'agit de dire quelque chose à propos d'un objet. On dit toujours quelque chose d'un objet, quel que soit le traité graphique qu'on choisit, mais dans le cadre d'une problématique de construction de connaissances scientifiques, ce n'est pas tout à fait la même chose, quoi. Voilà. Donc bon, ça va de Léonard à la construction schématique de la coupe d'un moteur. C'est exactement la même chose, quelque part. Pour comprendre, on dissèque, on décompose et on dessine. Voilà. Et donc, du coup, réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un acte d'image. Un acte d'image qui serait un processus de raisonnement. Donc là, l'exemple que je vous ai mis, que j'ai traité, c'est celui de Darwin et de sa théorie de l'évolution. C'est quelque chose qui a été énormément traité par un historien de l'art qui s'appelle Horst Bredekamp, qui a écrit un livre qui s'appelle Les coraux de Darwin. Parce qu'en fait, ce qui s'est avéré, c'est que Darwin, en fait, avait eu plusieurs pistes, enfin, dans toute la série de théories évolutionnistes du XIXe siècle, Darwin, à un moment donné, regardait des coraux, un corail, quoi. Et du coup, à partir de la forme de ce corail, il s'est dit « Ah mais ouais, en fait, peut-être que la forme du corail, c'est le déploiement de l'évolution des organismes vivants. » Et du coup, il s'est inspiré de ces dessins d'observation du corail pour élaborer sa théorie de l'évolution. Et Horst Bredekamp qualifie cette démarche d'acte d'image, où l'image devient elle-même locutrice, partie prenante du processus de recherche et de raisonnement. En fait. Voilà. Bon. Le deuxième axe de travail, c'est les techniques du corps et ce que j'ai appelé donc l'agentivité matérielle. Bon, c'est quoi exactement? Bon, avec l'exemple du potier, c'est un exemple qui est assez prégnant. C'est-à-dire que du coup, quand on travaille une matière tangible, mais pas uniquement, une matière conceptuelle aussi, mais là on va rester sur le tangible pour pas trop noyer le truc dans des considérations philosophiques, mais c'est que la matière, elle a une résistance en soi. On le sait quand on essaye de faire une sculpture, quand on essaye de produire quelque chose. On a une idée de ce qu'on a envie de faire,
Et en travaillant la matière, on se rend compte qu'elle ne va pas exactement là où on aurait envie qu'elle aille. Et au fur et à mesure, la matière, elle réagit elle-même aux gestes qu'on a avec elle. C'est ça qui participe aussi d'une gestualité et d'une manière de nourrir son travail qui, du coup, est toujours un conditionnement réciproque entre la matière qu'on essaye de travailler, ce qu'on en retire et ce qu'on a envie d'y réinjecter. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que j'ai traité par rapport à la connaissance scientifique, par exemple, dans les instruments de laboratoire, qui sont des instruments d'inscription graphique, que ce soit du sismographe à, je ne sais pas moi, le télescope ou d'autres choses, le microscope quantique. C'est-à-dire que l'homme conçoit des instruments techniques dans le but d'observer des phénomènes qu'il imagine pouvoir observer avec ces instruments. Et une fois que ces instruments produisent des données, ça va reconfigurer sa manière de concevoir ses hypothèses qui va l'amener à concevoir de nouveaux instruments. Et ça, quelque part, c'est un processus de design. Et d'arriver, du coup, à un troisième... oui, c'est bien ça. Non, oui, c'est ça. Un dernier axe de recherche qui est donc l'imagerie scientifique et la représentation symbolique de la scientificité, c'est-à-dire comment graphiquement on met en place des modèles, on emprunte des codes graphiques particuliers qui, pour nous, font science. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, ce que j'ai identifié, mais ce n'est pas les seuls, c'est un côté diagnostique. Qu'on a dans certaines représentations graphiques contemporaines, qui ne sont pas nécessairement des représentations mettant en jeu un travail de recherche scientifique en laboratoire, mais qui font l'illusion d'eux. Et typiquement, ce qui m'a intéressé, que j'avais déjà traité par ailleurs, c'est la cartographie dynamique, tout ce qu'on voit en ligne, et certaines analogies avec l'organique, avec le biologique. C'est-à-dire que dans la manière qu'on a parfois de représenter les choses, la figure de l'expert passe par le diagnostic, en fait. Et du coup, comment donner à voir ce diagnostic? C'est l'analogie avec le biologique. Bon, je passe rapidement là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous renvoyer sur des trucs que j'ai déjà écrits à ce propos. Bon, voilà. Donc la deuxième partie de la thèse, avec tout ce socle un petit peu théorique, historique, anthropologique que j'avais fait, c'était de faire du terrain ethnographique et de voir très concrètement comment ça pouvait exister. Donc des terrains, j'en ai fait de plusieurs natures. Il y a des cas d'études que j'ai traités, où j'ai essayé de voir comment on considère en général que la connaissance, que la construction de la science, c'est une construction de système. En général, quand on a envie de faire science, on fait système. On a tous, je pense que dans chaque promo, je ne sais pas si c'est le cas, moi j'en ai même fait l'expérience, la tentative de l'intuition ou l'envie de produire un langage universel graphique, une transposition graphique d'une modalité d'expression particulière, que ce soit le langage musical, que ce soit la traduction d'un livre avec des phénomènes de figures de style qu'on représente graphiquement, où on a toujours cette tentation de vouloir, je ne dis pas qu'elle est bien ou qu'elle n'est pas bien, ce n'est pas la question, mais cette tentative de langage universel saisi par le graphique, c'est une intuition qui est très forte et qui est très présente, et qu'on voit et qui jalonne l'histoire des sciences, que ce soit dans la construction des atlas scientifiques, dans les catalogues raisonnés, comme dans, par exemple, le travail d'Otto Neurath, le système isotype, que vous connaissez sans doute tous, qui est la genèse du pictogramme, quoi. De toute façon, le langage isotype existe à l'heure actuelle. Ce qu'on perd en général de vue, c'est que Otto Neurath était par ailleurs un économiste et un philosophe des sciences, membre du Cercle de Vienne, et que cette proposition de langage graphique, elle fait suite à un projet plus vaste de faire une encyclopédie des sciences unifiées. L'encyclopédie des sciences unifiées passerait, dans sa manifestation tangible, par un langage graphique, ce qui est quand même relativement intéressant à observer. Bon, le travail de Jacques Bertin, sur lequel je reviendrai à la fin. Donc ça, c'est les principaux cas d'études, où là, j'ai essayé de questionner une sorte de diplomatie
du design, ou la négociation par les formes, la stabilisation de certaines formes graphiques dans la tentative de faire système est déjà une première intuition de qu'est-ce que c'est que ce qu'on se représente comme faire de la science quand on est dans un cadre de recherche en design. Bon, le deuxième terrain que j'ai fait, c'est celui de collaboration. Collaboration où moi je suis moi-même intervenue en fait dans la production graphique qui était présente. Parce que du coup en fait, bon, je reviens un petit peu en arrière. Dans les différents terrains que j'ai faits, il y a plusieurs modes d'intervention. Il y a des terrains où j'étais strictement en observation, en mode anthropologue de terrain, voilà, où du coup j'observe. J'observe, je retranscris, j'enregistre, je discute, et à partir de là, j'essaye de faire émerger des modes particuliers. Il y a des participations, il y a des observations, mais qui sont participantes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réflexivité entre ce qu'on a envie d'observer et en même temps sa participation au terrain. Voilà. Il y a des collaborations, où là, je travaillais directement, graphiquement, les recherches qui étaient proposées. Voilà. Donc, la collaboration, donc là, je vous ai mis les deux exemples principaux. Le premier, c'est celui qui était avant la thèse, mais qui du coup, après coup, s'est révélé être le tout premier terrain, finalement, que j'avais fait avant même de commencer ce travail, qui était à l'Institut des sciences cognitives de Bron. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, parce que les traits sont vraiment fins, mais en fait, il y a des enveloppes blanches qu'on peut voir. Bon, le site des atlas sémantiques, il est accessible en ligne pour le public, donc si ça vous intéresse de voir, vous pouvez tout à fait aller naviguer dedans. Il y a notamment sur la page d'accueil comment dire, le prototype, enfin la proposition de nouvel axe de travail qui était lié à la méthode de visualisation graphique et qui est une animation. Parce qu'en fait, du coup, il y a eu deux manières d'intervenir graphiquement sur ces atlas. La première, ça a été d'interroger ces cartes statiquement. Parce que ces cartes, elles sont générées de manière statique. Donc, du coup, à l'intérieur d'un espace donné, qui est celui-là, qui est l'espace de visualisation de maison, on a, vous voyez vraiment pas très bien, mais on a tout un tas d'enveloppes. Et du coup, je me suis dit, mais bon, prétexte pour l'exploiter graphiquement, est-ce que ces enveloppes, l'une à l'autre, elles ne peuvent pas nous dire quelque chose si on exploite les propriétés structurales des formes géométriques qui sont à l'intérieur. Donc du coup, j'ai isolé une enveloppe qui est celle de foyer, une enveloppe qui correspond à domesticité serviteur, les deux étant des moments de synonymie à l'intérieur de maison, des associations, de champs lexicaux, pardon. Et du coup, tout bêtement, en utilisant un outil de base comme le dégradé de forme dans Illustrator, j'ai refait les enveloppes et j'ai demandé à Illustrator de me faire un dégradé de forme entre les deux, suivant cet axe-là général, pour voir qu'est-ce que ça donne en fait. Et du coup, d'essayer de questionner, de problématiser graphiquement un rapport qui pourrait peut-être exister. Donc, on voit clairement que la forme de base, celle de foyer, elle subit un élargissement, une torsion, une rotation, par moments des pincements, des retournements. Bon, c'est difficile d'avérer que linguistiquement le sens procède d'une torsion, d'un retournement, d'un élargissement, etc. Mais en tout cas, d'essayer de dire que graphiquement, sur un cas scientifique comme celui-ci, parce que c'est une recherche scientifique avérée, le modèle c'est un modèle mathématique, élaboré à partir de la théorie des graphes, avec une générativité géométrique qui, elle aussi, est basée sur des équations. Donc les formes graphiques, elles existent et elles sont, entre guillemets, avérées. Je ne sais pas comment dire. Et donc, du coup, à partir de cette structure de forme géométrique, qu'est-ce qu'on peut exploiter graphiquement et qu'est-ce que ça peut dire de nouveau, en fait, et qu'est-ce que ça peut interroger de nouveau. Et donc, bon, l'animation, elle est en ligne, donc du coup, c'est peut-être un peu difficile de la montrer tout de suite. Mais ce qui s'est passé dans le deuxième temps, c'était que ces cartes-là, elles étaient utilisées aussi, par exemple, pour étudier des corpus de journaux, notamment le journal Le Monde, qui a fait l'objet d'une recherche. Donc, journal Le Monde entre 1999 et 2001, il voulait voir les mots qui étaient associés au terme mondialisation.
Donc évidemment, entre 97 et 2001, ça a beaucoup changé. Il y a eu José Bové au milieu, il y a eu les sommets de Kyoto, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, ou de mondialisation qui était associée au tout départ à progrès, à défis rapidement. On voyait dans les cartes que ça se déplaçait vers crainte, vers peur, vers... Enfin, voilà, vers des choses qui étaient plutôt péjoratives en fait, et le risque aussi. Et donc du coup, on voit que les cartes, elles bougent. C'est-à-dire que là où on a une carte qui a cette forme-là avec des zones défis, progrès, etc., qui s'organisent un peu dans les différents angles, on va dire, si tant est qu'on puisse parler d'angles, mais bon, dans les extrémités, on voit qu'au fur et à mesure des années, les enveloppes rapetissent, s'agrandissent, se rejoignent, les mots disparaissent, c'est de nouveaux qui apparaissent, etc. Et ils interrogeaient ces différentes étapes de manière statique. Et moi, c'est vrai que je leur ai dit, mais pourquoi vous essayez pas d'animer ces cartes, histoire de voir comment ces cartes, elles évoluent, en fait. Peut-être que ça pourra dire quelque chose. Et c'est cette expérience d'animation qui, pareil, était tout bêtement une animation flash, enfin c'était un prototype, voilà, qui a fait l'objet d'un axe de recherche qu'on a essayé de pousser. Le problème, c'est que graphiquement, c'est intéressant, ça pose des questions d'un point de vue linguistique, sauf que si on veut développer un modèle géométrique applicable à l'ensemble de cette plateforme-là, d'un point de vue du serveur et du calcul que ça demande, c'est une usine à gaz. C'est même pas possible d'y penser, quoi. Donc, du coup, c'est resté à ce stade de piste, en attendant de pouvoir peut-être un jour en faire autre chose, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pour montrer un petit peu comment, déjà d'emblée, il peut y avoir des intuitions par le graphique qui reconfigurent les problématiques de recherche. La deuxième collaboration, c'est dans le labo où j'ai fait ma thèse, donc au LIAS, qui est un laboratoire de linguistique, anthropologique, sociolinguistique. Un des chercheurs, Michel de Fornel, avec une collaboratrice chercheuse, Maude Verdier, travaille sur les interactions langagières lors de soins, lors de soins en analgésie, de consultation en analgésie à l'hôpital Necker, c'est-à-dire les soins antidouleurs. Bon, ils sont venus vers moi avec un certain nombre de photos de terrain, avec deux soucis principaux. C'était que l'utilisation des photographies de terrain ne pouvait pas s'utiliser. D'une part, parce que malheureusement, la plupart des enfants étaient décédés. Et d'autre part, parce que la photographie brouillait par la quantité d'informations qu'elle véhicule, vraiment les interactions gestuelles entre patients et soignants. Donc ça, c'était les deux problématiques de recherche. L'autre problématique, c'était l'enjeu de la publication de leur recherche, où du coup, ils voulaient s'intégrer à une communauté particulière. Cette communauté utilisant un certain mode de dessin illustratif pour accompagner leurs recherches, ils avaient aussi envie d'un traitement graphique singulier pour accompagner leurs travaux. Et donc, du coup, j'ai fait un travail de dessin de synthèse. Alors concrètement, c'est quoi? J'ai utilisé des calques pour essayer de saisir les gestes, non pas les reproduire, mais de saisir les gestes dans leur modalité d'expression tels qu'ils existent dans la photographie, mais en isolant les traits singuliers, les traits les plus forts, et en réduisant, en essayant en tout cas de réduire les particularités mimétiques des personnes qui sont présentes dessus, de sorte à ce qu'on ne reconnaisse pas les personnes. Donc il ne s'agissait pas de faire un travail de BD, il ne s'agissait pas de faire un travail caricatural, il s'agissait de coller quand même à une observation qui se voulait une observation photographique, tout en essayant de gommer les singularités physiques des acteurs en jeu, et en même temps de montrer les interactions et les situations telles qu'elles existaient. Voilà. Le deuxième terrain qui du coup est celui qui m'a pris le plus de temps pendant la thèse, c'est celui que j'ai fait au Media Lab de Sciences Po à Paris, sur deux choses, mais je vais surtout parler de la deuxième. La première, c'était une ethnographie de laboratoire, puisque le Media Lab de Sciences Po a comme directeur scientifique Bruno Latour, qui est le chercheur qui est connu pour avoir introduit l'anthropologie
non pas dans des cultures qui seraient des cultures autres que continentales, mais plutôt essayer de renverser cette anthropologie structurale, coloniale aussi, enfin en tout cas construite sur un modèle malgré tout colonial, sur ce qu'il appelle les modernes, c'est-à-dire les scientifiques, c'est-à-dire les sociétés telles qu'elles existent dans le monde occidental, continental, voilà, européen, en tout cas modèle occidental. Et donc, du coup, bon, il s'inscrit lui-même dans une tradition intellectuelle anglo-saxonne qui s'appelle les STS, les Science and Technological Studies, dont il n'est pas le fondateur, mais dont il est un des fers de lance. Voilà. Et donc, au Media Lab, l'intérêt de cette observation était, en gros, de faire une anthropologie de laboratoire chez l'anthropologue du laboratoire, quoi, et de voir ce que ça pouvait mettre en jeu. Donc le premier volet qui m'est difficile de vous montrer maintenant, c'était vraiment une ethnographie pure et dure, entre guillemets, c'est-à-dire observer l'équipe, observer comment ils travaillent, plus particulièrement les déjeuners d'équipe, et de voir comment les rituels du déjeuner d'équipe révèlent aussi des circulations de connaissances, des modalités de hiérarchie, des modalités de collaboration et de construction de la recherche. Voilà, centré autour du rituel du déjeuner. Voilà. Bon. Le deuxième volet, ça a été une observation participante, cette fois, puisque j'étais assistante sur ce projet. C'était de travailler sur le projet M. Donc c'est l'enquête sur les modes d'existence, qui est son dernier livre, qui est sorti en 2013. Si je ne m'abuse, ouais. Et qui, du coup, a la particularité d'être un livre qu'il a appelé de philosophie empirique. C'est-à-dire que c'est un livre avec une réflexion sur différents modes d'existence, de construction de la connaissance scientifique, ethnographique, etc., qui synthétise un petit peu tous les thèmes de recherche qu'il a depuis plus de 30 ans. Mais quand il l'a publié en gros quasiment au fil de la plume, c'est-à-dire sans appareil iconographique, sans illustration et sans note de bas de page. Donc on avait un texte brut, avec par contre des modes d'existence au nombre de 15 qui venaient scander sa réflexion à un moment donné, un petit peu comme des mots-clés, comme des hashtags quelque part. Parce que l'idée, c'était, une fois la sortie de ce livre, faire une interface en ligne qui allait faire suite à cette publication, qui, elle, allait reconstituer cet appareil de notes de bas de page, reconstituer toutes les images, les films, les documents qui pouvaient être autant de digressions sur son travail, et mettre en jeu vraiment une problématique de design d'interface pour construire ce travail. Donc, moi, je n'ai pas du tout travaillé sur le design de l'interface ni sur le design du livre, hein. Mais par contre, moi, j'ai travaillé sur Google Spreadsheet avec le chef de projet à partir d'un disque dur qu'avait mis à notre disposition Bruno Latour avec tout son matériau de terrain. Et à partir de là, reconstituer ces notes de bas de page, reconstituer des digressions et reconstituer quelque part le cheminement problématique, le cheminement philosophique de son travail. Et ça, c'était un autre travail de design, quelque part, c'est-à-dire comment à un moment donné, on reconstruit une narration. Comment on reconstruit une narration et comment les outils, comme les outils Google, Google Doc, Google Spreadsheet, etc., comment ça configure aussi notre manière de hiérarchiser les informations et comment on est obligé comment ça induit une manière de construire aussi la connaissance qu'on convoque et qu'on segmente et qui va ensuite être réutilisée par d'autres personnes. Voilà. Bon, l'interface n'est plus en ligne, mais là, je vous ai montré quelques cheminements pour que vous voyez un petit peu la manière dont elle devait se construire et dont elle s'est construite. C'est-à-dire que le texte avait été coulé au kilomètre dans un premier environnement. De cet environnement, on avait des points d'entrée avec des liens hypertextes qui ouvraient un deuxième environnement où là, il y avait des digressions, où là, il y avait d'autres morceaux de texte, des morceaux d'articles, de lui comme d'autres personnes.
Et ensuite, on avait un autre onglet avec des images, des liens YouTube, PDF, tout un tas de trucs. Et donc, du coup, c'était un petit peu tentaculaire. Et de voir comment cette construction tentaculaire, qui est celle de toute construction intellectuelle, quelque part, puisqu'elle est faite de réseaux, de mise en réseau, d'association d'idées, d'éléments biographiques aussi. Enfin bon, tout ça, on pouvait le mettre en œuvre en design, en fait. Et que c'était fondamentalement aussi un processus de design de faire ça. Voilà. Et le troisième mode de terrain, c'est donc les dispositifs pédagogiques, sur lesquels je suis encore en train de travailler à l'heure actuelle, qui était de voir dans deux modalités différentes. C'est-à-dire le premier, auquel je n'ai pas participé moi directement, mais le projet m'a semblé intéressant, du coup j'en ai fait mention dans la thèse, c'est la collaboration entre l'École nationale de photo d'Arles et le centre d'immunologie d'Aix-Marseille, où du coup les étudiants en photo ont été dans le centre d'immuno et avaient un projet photographique à fournir sur ce laboratoire. Donc ils l'ont investi de plein de manières différentes. Moi, ce qui m'a intéressé plus particulièrement, c'est l'exemple de... alors que je ne dise pas de bêtises sur le nom de cet étudiant. Excusez-moi, je n'ai pas du tout suivi le plan que j'avais fait au départ, donc du coup c'est un peu difficile de revenir dedans. J'y arrive. Oui, Rémi Moulin, voilà, excusez-moi. Donc du coup, le projet de Rémi Moulin qui a photographié les instruments de laboratoire de sorte à les sublimer et de sorte à pratiquement voir comment ils étaient vivants et comment ils avaient une existence propre en dehors même de la manipulation et des enjeux d'expérience dont ils pouvaient faire l'effet, quoi. Voilà. Donc bon, je vous ai mis un exemple photographique. Cette collaboration est disponible en ligne, elle a fait l'objet d'une publication. Bon, n'ayant pas été impliqué sur ce terrain-là, il m'est difficile d'en parler plus, puisque ce n'est pas mes conclusions, ce n'est pas mes observations, quoi. Mais en tout cas, et puis la photographie n'est pas trop non plus mon matériau de travail. Donc du coup, je ne m'aventure pas trop là-dessus. En revanche, le deuxième, qui est celui sur lequel je continue de travailler dans le cadre du postdoc, c'est la collaboration entre Julien Bobroff, qui est physicien, physique quantique, physique des solides, et François Azembourg à l'ENSI. Donc dans l'atelier initialement intitulé Forme et matière, l'atelier de design, l'atelier de projet, initialement intitulé Forme et matière, qui maintenant s'appelle Design et recherche. Et en fait de voir comment proposer à des étudiants designers des sujets de physique quantique, par définition intangibles, et comment ils peuvent se l'approprier dans un atelier où la spécificité, c'est de travailler les formes et les matériaux. Donc, une matérialité bien tangible, au contraire, quoi. Donc, la collaboration entre Julien Bobroff et François Azembourg a lieu depuis 2011, avec chaque année 4 mois de workshop au printemps, et donc à chaque fois un sujet particulier. Donc ça a été la supraconductivité au début, c'est-à-dire tout ce qui met en jeu l'azote liquide, la lévitation, etc. Ça a été le design quantique après, donc c'est-à-dire la physique quantique vraiment. Donc les effets tunnels, tout un tas d'effets particuliers qui sont propres à la physique quantique et qui sont difficilement compréhensibles déjà en tant que tels, c'est-à-dire le fait que deux états peuvent coexister, deux états de matière peuvent coexister au même moment, enfin des choses comme ça. Comment le mettre en œuvre de manière tangible, comment essayer de le représenter, de se l'approprier. Et la lumière ensuite en 2013, et finalement, non, la lumière c'était l'année dernière, et finalement l'année dernière c'était la microscopie. Cette année, c'est la vulgarisation. Voilà. Bon, à chaque fois, ils mettent en jeu une problématique particulière. Et l'idée, c'est de voir comment un savoir a priori non maîtrisable, puisque les étudiants, il ne leur est pas du tout demandé d'être physiciens, il ne leur est pas du tout demandé de comprendre et d'être des experts en physique quantique. En revanche,
comment justement cette non-maîtrise postulée des notions de physique quantique entraîne une appropriation particulière des cheminements particuliers de conception et aussi une dynamique de créativité qui passe par l'abstraction, la création d'imaginaire, la traduction, enfin tout un tas de cheminements d'exploration qui sont moteurs justement de création. Voilà. Et du coup un dispositif pédagogique particulier dans sa mise en œuvre. Et finalement, le dernier, qui bon, est toujours quelque chose que je continue de réfléchir, puisqu'il est arrivé à la fin de la thèse, c'est le dispositif idéologique qui est mis en œuvre dans des diffusions de recherche. Et en l'occurrence, je me suis intéressée au départ. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, j'ai travaillé sur la visualisation de la catastrophe de Fukushima et sur les images satellites qui avaient été produites dans la diffusion des déchets dans le Pacifique. Et les animations qui avaient été faites par un laboratoire de la NASA, enfin plusieurs laboratoires associés, mais bon, notamment un qui s'appelle le Scientific Visualization Studio, donc qui est vraiment un laboratoire dédié uniquement à la visualisation des données et à la visualisation des recherches. Et en voyant cette animation qu'ils avaient fait, dont là vous avez des captures écran, on voit qu'il y a une texture graphique très particulière à cette propagation des déchets. Une texture qui est pratiquement organique, une texture qui est presque monstrueuse. Et symboliquement, les choix qui ont été opérés racontent une histoire particulière, configurent déjà la manière dont on va recevoir ces informations, dont on va les interpréter et dont on va lire l'événement dont il est question. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces propriétés-là étaient déjà un dispositif idéologique de représentation de la science et de représentation comment dire, de la circulation de ces données scientifiques dans la société, particulièrement lorsqu'il s'agit de propagation de déchets nucléaires, en fait. Et aussi, sachant que les logiciels qu'ils utilisent, notamment c'est Renderman, c'est le même logiciel que Pixar. Et donc, du coup, ça met en jeu, de manière peut-être logistique, bête et méchante, mais le fait de savoir que c'est le même logiciel qui va servir, entre autres, pas uniquement, parce qu'évidemment, ils ont beaucoup d'autres choses en amont, mais le fait de savoir qu'un logiciel comme Renderman sert à faire... je sais pas moi, je suis même pas sûre que ce soit Pixar, mais un dessin animé comme des bêtes et une animation sur la propagation des déchets d'une centrale, c'est quand même assez révélateur de la place du design dans la société et dans la diffusion de la recherche scientifique. Particulièrement parce que dans ce laboratoire, il y a des ingénieurs, il y a des physiciens, mais il y a aussi des designers, il y a aussi des artistes, il y a aussi, c'est un laboratoire interdisciplinaire de construction graphique en fait, qui est lié à un des plus gros instituts de recherche mondiaux, quoi. Donc du coup, c'est quand même pas rien de le prendre en compte. Et là, c'est une recherche qu'ils ont fait en 2011, mais qui a été publiée il y a 1 ou 2 ans, peut-être 2 ans maintenant, qui s'appelle Perpetual Ocean. Et l'idée, c'est de représenter les courants marins, et particulièrement le Gulf Stream, et de voir que concrètement, le traité fait beaucoup penser à du Van Gogh, quoi. On peut quand même le dire. Et de voir que symboliquement, les relations entre art et science sont biaisées, et du coup, symboliquement, elles produisent une manière de se représenter la science, de se représenter ce type de collaboration, qui est un dispositif idéologique, quoi, et qui ouvre aussi sur les collaborations futures que ça peut amener. Voilà. Bon, à suivre. Donc, du coup, à la suite de tout ça, il y a eu un petit peu un agenda de remarques qui pouvaient statuer. Je ne sais pas, au niveau du temps, on en est où? Ça va? 10 minutes? Ok. Donc, du coup, l'agenda de remarques qui fait suite à ça, c'est donc une certaine opposition qu'on peut faire émerger dans les images du design. Bon, là, je vous les ai listés, c'est un petit peu une synthèse de tout ce que j'ai dit avant, la diversité des sens contre lesquels l'image du design est confrontée, la défense contre un strict tournant visuel
auquel on oppose souvent le verbal. Donc ça, c'est la tentative de langage universel, le fait de faire langage, en fait, pour faire science, et de dire que souvent le visuel a une certaine forme de gratuité, d'inutilité, alors qu'au final, le visuel est repositionné et repositionne, reconfigure culturellement la manière dont les connaissances se produisent. L'autonomie, du coup, épistémique de ce visuel, qui s'oppose peut-être à la seule loi du calcul mathématique. La science n'est pas que mathématique, même si souvent on a tendance à penser que le calcul est ce qui fait l'objectivité du travail scientifique. Et les approches variées de construction, du coup, de code, avec un risque, bon, de ce que j'ai essayé de voir comme ce qu'on appelle l'intelligent design, c'est-à-dire de voir que si le designer se positionne comme médiateur absolu, il y a une certaine mégalomanie aussi, quelque part, au designer en recherche, qui du coup, par la forme graphique, va faire expertise et diagnostic de tout. Voilà, bon. Ça, c'est bon, ce sera un peu plus long à développer là, mais bon, c'est une piste de réflexion. Et deuxièmement, donc l'enquête par les images, du coup. Bon, après là, c'est des questions plus épistémologiques, mais c'est pour dire du coup que toute mise en forme du réel par le scientifique prend toujours sa source sous la pression d'un socle esthétique, lui-même tributaire de médiations sémiotiques, qui sont des conduites esthétiques, qui sont des styles de pensée, qui sont des relations à l'instrument, à l'expression graphique. Voilà. Que cette relation esthétique impose des motifs particuliers, motifs qui se retrouvent dans tous les grands métaconcepts de la science, la symétrie, l'objectivité, la subjectivité, le constructivisme, l'isomorphisme, la circularité. Enfin bon, ça c'est tout un tas de concepts, de métaconcepts de la construction de la connaissance scientifique, mais qui ont toujours un socle esthétique, voilà, et de repositionner l'importance de la culture de la vision, de l'observation et des styles de pensée avec ce conditionnement réciproque, etc. Bon, tout ça, ce que je vous ai illustré par mes exemples, qui est peut-être plus prégnant par les exemples que là en le résumant avec une liste de synthèse. Voilà. Vite fait, pour finir, du coup, je vais vous parler du projet qui est en cours, qui s'appelle Design et recherche en sciences sociales, qui a été initié en 2015 et qui, du coup, va faire l'objet d'une exposition rétrospective, d'un colloque et d'un forum de rencontres et d'ateliers avec écoles d'art, laboratoires de recherche, industriels potentiellement, toutes les personnes qui veulent s'y associer au sens large, workshops, conférences, présentations de travaux d'étudiants, voilà, qui est en train de se monter, voilà, ce volet-là, le reste c'est un peu réglé. Bon. En fait, c'est un travail de rétrospective sur le laboratoire de graphique de Jacques Bertin, qui est un laboratoire qui a existé de 1954 à 2000 au sein de l'École des hautes études, qui est un laboratoire qui a été fondé pour être un laboratoire support à la recherche, où du coup les chercheurs de l'école allaient rencontrer l'équipe de Bertin, mais avec les autres collaborateurs qu'il avait, et avec leurs données de terrain, leurs données chiffrées, leurs statistiques, etc. et souhaiter une mise en forme graphique qui existerait autrement, en fait. Et donc, du coup, bon, voilà, je passe très vite là-dessus, mais en fait, il y a un travail d'archive qui a été fait, parce que ce laboratoire n'existe plus à l'heure actuelle. Jacques Bertin est connu pour un travail de sémiologie graphique qui est utilisé dans la formulation de cartes, notamment par l'IGN. Il est connu pour ça, mais il y a un énorme travail de représentation du relief géographique, il y a un énorme travail pédagogique, il y a énormément de travail graphique qui met en jeu vraiment comment on peut utiliser le graphique dans les sciences sociales et comment les sciences sociales peuvent également se nourrir du graphique. Donc j'ai fait un travail de récollement et puis de sélection dans les archives pour voir un petit peu, bon je vous passe le détail du truc, je vais vous montrer les archives, en gros pour que vous voyez à quoi ça ressemble en fait. Puisque Bertin, le travail de Bertin en sémiologie graphique est considéré comme à l'origine de la data vise.
est considéré comme la genèse de la data viz. C'est un boulot qui est très très connu à l'étranger, très peu connu et beaucoup moins exploité en France, alors qu'il est fondamental, puisqu'ils sont quasiment les premiers à avoir utilisé des modèles automatiques de visualisation de données, avec, ça ressemble à des pics à brochettes avec des dominos, et du coup il y a des tables énormes où du coup pour faire des tableaux à double entrée, mais qui seraient automatisables avant l'outil informatique, puisqu'on parle des années 50 quand même, des années 60, ils ont inventé des systèmes de visualisation. Donc là, par exemple, on a affaire à des calques avec des décalcomanies qu'ils ont fait. Là, c'est un travail de représentation du relief qui a été fait à base de gouache, mais on a aussi des plaques d'argile qui ont été faites pour représenter le territoire. Ça, c'est des choses qui ont été faites au crayon de couleur, par exemple, pour représenter les montagnes, pour représenter le relief. Il y a un énorme travail de dessin. Ça, ce sont des calques qui ont été faits au Rotring. En fait, ce qui m'a intéressé, moi, d'isoler dans un premier temps, je fais vite parce que ça fera l'objet d'autres présentations que vous verrez peut-être par ailleurs. C'était juste pour vous montrer quel type de continuité ou de prolongement, en fait, peuvent exister, quoi. Ça, c'est fait au Rotring. Ça, c'est un travail c'est plutôt l'aspect pédagogique, où du coup, ils ont travaillé avec une école maternelle dans les années 80 à Montreuil, où ils ont fait travailler les petits sur, vous savez, ce jeu qui s'appelle le baccalauréat, où du coup, on a un certain nombre d'entrées, on donne une lettre, il faut qu'on trouve un mot. Bon, et bien là, c'était pareil, sauf qu'on leur demandait d'écrire des formes, de produire des formes graphiques pour les sensibiliser à la sémiologie par le dessin, en fait. Et voilà, j'arrête là.